Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission pour Torah Box. C'est point d'actualité brûlante qu'on essaie de traiter avec nos deux rabbanim. Ce soir, Rav Nissim Haddad, en direct de Jérusalem, et Rav Israël Meir Kremizi de Montréal. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Alors, d'abord, une petite présentation rapide de nos rabbanim avant d'essayer de traiter ce cas compliqué, à savoir comment réagir face, quand on est confronté à des violences conjugales. Alors, on présente d'abord Rav Kremizi, qui est Rosh Yeshiva à Montréal, qui est également thérapeute, qui est le responsable, dans les faits, c'est lui qui prend beaucoup d'appels, et aussi au niveau théorique de la ligne d'écoute de Torah Box. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ou qui veulent soutenir la ligne d'écoute, c'est un projet extraordinaire qui a été lancé il y a un peu moins d'un an pour justement les personnes en détresse qui n'ont pas à qui parler ou bien qui ont peur de parler avec des gens qui connaissent et donc qui peuvent se livrer et être aiguillés vers des thérapeutes, suivre tout un processus de recouvrement, etc. C'est pour que ça aille mieux. Et ça, c'est Rav Kremizi qui gère ça depuis Montréal. On lui dit Kol HaKavod. Alors, sinon, Rav Nissim Haddad, qui nous a fait le plaisir de venir dans nos studios à Torah Box, qui est lui aussi thérapeute de couple, qui est aussi Rosh Kollel à Kiryat Sefer, qui a plusieurs casquettes puisqu'il donne beaucoup de cours à l'armée, et au-delà de ça, il est auteur de plusieurs livres sur l'éducation et sur le Shalom Bayit, sur le couple. Voilà, donc ce soir, on va peut-être vous laisser la parole en premier, justement à Haddad, sur la violence conjugale. Alors, d'après l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, on définit la violence conjugale comme tout acte de violence au sein d'une relation intime qui cause un préjudice ou des souffrances, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles, aux personnes qui en font partie, d'accord, qui font partie de cette relation intime. C'est ça ce qu'on appelle la violence conjugale. Alors, évidemment, ce soir, on va parler de la violence dans le couple, mais il ne faut surtout pas tomber dans les stéréotypes, puisque d'après l'OMS, et ça se retrouve aussi bien dans la communauté, il faut savoir que, en général, dans tout ce qui est violence conjugale, à 90%, c'est la femme dans le couple qui est violentée, mais dans 10% des cas, et c'est un chiffre qui est en perpétuelle augmentation, eh bien, ce sont les hommes qui sont aussi victimes de violences de la part de leur conjoint. C'est de savoir finalement si, et je me fais l'avocat du diable, mais vu qu'il y a marqué que la femme est comparée à la maison, d'accord ? Zo ba'it, zo ishto. C'est-à-dire que finalement... Beto zo ishto. Vechiper ba'ado ba'at beto. Mishnah dit beto zo ishto. Qu'on vient de faire là au sortir de Kippour. En tout cas, le principe, est-ce que finalement, si l'homme il représente l'extériorité et la femme l'intériorité et sa maison, est-ce que finalement, naturellement, et c'est ce qui ressort de beaucoup d'études, est-ce que finalement, on ne peut pas dire que dans les cas de violence conjugale, c'est la femme qui serait la plus à prendre à partie, puisqu'elle n'a pas réussi justement à diffuser cette lumière à l'intérieur de sa maison. Alors Kremizi, je sais que ce genre de questions, ça vous... Je comprends pas en quoi une femme, parce qu'elle est à la maison, alors elle aurait moins de droits. Je comprends pas. C'est pas une question de droit. Est-ce que c'est pas elle qui est garant finalement plus de la réussite du couple que du mari? Je pense pas que l'homme et la femme ont chacun des deux plus ou moins. Les deux ont différentes responsabilités qui sont différentes et que chacun de nous a une responsabilité et on peut pas enlever l'un comme l'autre. Un papa qui est pas à la maison et qui n'amène pas ses enfants à la synagogue et qui ne joue pas au ballon avec eux, il est aussi en difficulté qu'une maman qui fait pas les tâches qu'elle doit faire à la maison. Chacun vit et donne à l'enfant quelque chose de différent. La femme apporte à son mari certaines choses, une stabilité, le mari il apporte différentes choses à la maison, mais je pense pas qu'on peut dire que la femme ou le mari donne plus ou moins. Il y a des femmes qui vont vous dire oui mais mon mari m'amène de l'argent, alors c'est très important pour moi. D'autres qui vont vous dire que ma femme me donne de l'affection, me donne certaines choses que personne ne peut me donner. Donc je pense pas qu'il y a un plus ou un moins. La Torah, elle est égale dans ce qu'elle donne aux hommes et aux femmes, seulement elle donne différentes choses.
Donc je pense pas qu'il y a un qui donne plus ou qui donne moins. Est-ce que d'après la Torah, il pourrait, Rav Hadad, y avoir une quelconque tolérance dans certaines violences conjugales? Que ce soit une violence verbale, une violence physique, est-ce qu'il y a certaines violences qui peuvent être tolérées par la Torah? Non, chas v'shalom, c'est dans aucun cas. Comme on l'a dit, il y a marqué même d'abord, une personne qui vient et devant tout le monde, il commence à insulter sa femme, etc. Ça, c'est un problème. Déjà, de manque de reconnaissance de tout ce que la femme peut apporter, ce que l'homme peut apporter à sa femme. Donc, il va que tout ça rentre dans ce jeu-là, et qu'il y a une interdiction au niveau de la Torah, non seulement verbalement, physiquement, on n'en parle même pas, parce que même un mari Yado Chavero, Aznikra Racha, c'est un rachat. En français. C'est-à-dire que c'est une personne qui lève la main vers l'autrui, sa femme, il appelle plus que sa femme ou son mari, va dire que c'est un rachat, c'est un mécréant. Donc c'est vrai que la Torah, elle, de façon claire et nette, c'est des choses qui sont interdites d'après la Torah. Maintenant, vous devez me dire, bon, la Torah, elle dit c'est interdit, mais il y en a qui sont coléreux de nature, il y en a qui ont des réflexes comme ça. Maintenant, vous savez, je vais vous dire une chose. Le grand problème existentiel de toute cette histoire, c'est que, vous savez, il y a 613 mitzvot. Dans les 613 mitzvot, nous avons Ramach mitzvot assez, ça veut dire 248 mitzvot assez, et Shassa mitzvot lota assez, c'est 365 mitzvot lota assez. Donc ça veut dire quoi? Ne fais pas. Ça veut dire qu'il y a des mitzvot qui sont actifs, et il y a des mitzvot négatives, on te dit ne fais rien du tout. Maintenant, une des plus grandes mitzvahs active, d'accord, qui nous a été enseignée par Rabbi Akiva, c'est Ve'afta l'erecha kamocha. C'est-à-dire que là-bas, la Torah demande d'être active dans l'amour. C'est-à-dire d'apporter de l'amour dans son couple, d'apporter l'amour d'être actif, d'être un acteur dans l'histoire, d'être un acteur vis-à-vis de ma femme, un acteur vis-à-vis de mon mari, de faire en sorte que même s'il y en a un qui dort, eh ben, d'être là et d'être présent, de faire en sorte que les choses avancent, parce que c'est ce que la Torah demande. Mais par contre, dans la négation, qu'on lui donne de rien faire en général, c'est quoi? Tu ne fais pas, ne mange pas, ne roule pas Shabbat, ne fais pas. Il y a aussi une mitzvah qui est très importante. On n'a pas le droit de haïr son prochain dans son cœur. Ça veut dire que là-bas, on te demande de ne rien faire. Donc des fois, même quand il y a une personne qui vient, qui est un peu excitée, tout ça, des fois, vous même ne rien dire, laissez passer la chose. Le grand problème, c'est quoi? C'est quand on n'est pas capable, d'accord, de comprendre, de comprendre que des fois, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, on sort un petit peu de l'ordinaire, de la tranquillité, et des fois on commence un petit peu à crier, être un petit peu en colère, on est revenu parce qu'on était nerveux du travail, ou peu importe d'où, et on arrive, et alors on est un peu excité, etc. Ou des fois c'est la femme qui est un peu excitée, et on ne peut pas supporter cette situation. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu cries? Qu'est-ce qui se passe? Et alors ça commence, on alimente l'histoire. Ça veut dire qu'on devient acteur dans la haine, et dans l'amour, on est passif complètement. Et là, c'est le grand challenge de la vie. C'est-à-dire le grand souci, c'est que, en général, toutes les personnes qui arrivent à ce stade-là, enfin, moi, c'est avec le peu d'années que j'ai dans cette expérience à tous ces couples qui sont venus plusieurs fois et qui avaient des problèmes, c'est parce que d'abord, il n'y a pas de respect à ce niveau-là, mais c'est que quand ils arrivent, ou qu'il y en a un qui met un petit peu plus, qui essaie de prendre du poids ou une certaine position dans la maison, ou quelque chose qui dérange, au coup, on devient des accusateurs, et on fait des remontrances, et on n'arrête pas, et on continue. C'est-à-dire, le challenge de l'histoire, c'est quoi? C'est d'être capable, si on veut avoir un amour parfait dans un couple, avec une bonne entente, c'est quand on sera arrivé à un point où quand ta femme ou ton mari te fait une réflexion, je le prends pas comme un reproche. Et là, je comprends qu'en réalité, voilà, c'est pour moi, c'est pour notre bien, et c'est comme ça qu'on peut évoluer. Alors justement, il y a un cas qui est particulier, qui est assez pernicieux. C'est le cas qu'on trouve souvent du mari coach. Ça veut dire qu'en gros, il veut améliorer sa femme, entre guillemets, et donc il lui dit voilà, il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça, et il est sur elle sans arrêt. D'accord? Si bien que finalement, on rentre dans une espèce d'emprisonnement moral, où la femme, elle sent que ce qu'elle fait n'est jamais assez bien, et on rentre dans alors, parfois, on rentre dans des cas de perversion narcissique, d'accord, mais ça veut dire que au-delà de ça, il y a quelque chose ici qui est très dérangeant. Ça vous parle, ce genre de cas, Rav Kremizi? Tout à fait. La raison pourquoi j'ai pas aimé quand vous avez commencé à dire des rôles, parce que malheureusement, pour pouvoir se permettre
d'abaisser une personne physiquement ou psychologiquement, il faut déjà penser qu'il y a un des deux qui est supérieur à l'autre. Malheureusement, très souvent, si un il veut et il a le sentiment que lui il est supérieur, la femme au mari ou le mari à la femme, alors on se permet, comme vous dites, à vouloir la former, à vouloir l'expliquer comment faire, je vais t'apprendre, je vais te donner. Et quand on est en force et en supériorité sur l'autre, alors on a de l'abus. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, si un docteur, il va avec un de ses patients, alors c'est considéré comme un viol. Pourquoi ? Parce qu'il a un pouvoir sur son patient. Donc toute personne qui a ce sentiment de supériorité sur l'autre, alors il est automatiquement capable de faire beaucoup de choses négatives. Donc d'abord, je pense que la première chose, c'est à comprendre que dans un couple, il n'y a pas de supériorité, ni à l'un ni à l'autre. On est différents, on voit le monde différent et on fait des choses différemment. Donc là, ça c'est déjà la première chose. Très souvent, deux personnes marient une personne à l'intention de la transformer comme sa mère, comme sa cousine, comme son ex-petite amie. Donc déjà, quand on marie une personne, il faut savoir que on la marie telle qu'elle est et on l'aime à 100% comment elle est. Et en aucun cas, on prend une personne et on espère la changer. On se transforme par amour l'un envers l'autre, la femme envers le mari envers la femme. Mais je peux pas marier une femme et dire, maintenant, tu vas commencer à devoir faire X, Y, Z. Ça marche pas. L'inverse est même pareil pour le mari. Donc d'abord, on aime la personne, on l'a mariée pour elle, et en aucun cas on essaie de la transformer. Donc le monsieur ou la madame qui est coach, qui veut changer sa femme, je pense qu'on a déjà parti de travers. Ça veut dire qu'on est en pouvoir sur l'autre, on veut changer, on est déjà parti. Comme j'ai dit au départ, ça commence avec le respect. Ça commence avec énormément de respect. Et je pense que très souvent, les personnes qui voudraient arriver avec certains droits de la Torah, je pense qu'il faudrait leur rappeler certains principes. Attends, le premier principe. Juste une seconde. Ouais. Non, je pense que quand il y a une démarche dans un couple, d'accord, et c'est tout à fait naturel que chacun, quand il vient pour se marier, alors il a envie de changer l'autre. Il a grandi avec un mètre qui est spécifique. Chacun il vient d'une autre famille, chacun vient avec d'autres valeurs, d'autres choses, et il veut vraiment que sa femme devienne comme lui. C'est ça le but de l'histoire. Maintenant, le problème, c'est que c'est dans la forme. Et la pourquoi façon ce serait pas faire. le mari qui devient comme la femme? Non, c'est pas ça que je dis. Je dis que chacun de nous, on voit. Par exemple, moi, une personne, elle vient, elle a une certaine vérité, elle a vécu chez lui une certaine vérité. Ou alors, elle imaginait son couple d'une certaine façon. Après, il y a une déception, ok, parce que, voilà, au début, ils croyaient que ça allait se passer comme ça. Peu importe, maintenant, il n'y a pas eu de préparation, peu importe. Ils arrivent sur la roupa, ils sont après le mariage, et il y a une déception qui est en train de se former avec le temps. Lui, il imaginait sa femme, je sais moi, businessman, ou je sais pas quoi, ou alors qu'il sait faire exactement comme sa mère, les mêmes repas, alors qu'elle vient donc ok, il y a besoin d'une préparation, de comprendre qu'une femme ça prend du temps, le temps qu'une jeune fille devienne une femme, etc., ça prend un peu de temps, parce que sa mère, ce qu'elle prépare, c'est après il l'a connu bien après des années, parce qu'il était petit, il a pas compris maintenant tout ce que sa maman a pu rater. Mais l'histoire, c'est que beaucoup de fois quand on se marie, on veut essayer de changer l'autre. Que ce soit la femme, elle a des valeurs, elle a des choses, elle voudrait que son mari change aussi. Mais non, je pense que c'est pas une chose négative de vouloir que l'autre change. Au contraire, c'est tout à fait normal et ça fait partie de l'évolution du couple. C'est que moi, je vois une vérité, je vois des choses qui ont envie de changer dans ma maison. C'est comme ça que je voudrais que ça se passe. Maintenant, l'histoire, c'est que c'est la façon comment partager l'histoire. C'est de pas se sentir comme il dit. Coupable ou alors faire en sorte que je veux dire par là que la démarche elle est positive, la volonté est positive, ça vient d'une démarche très profonde positive. Je voudrais juste mais ce que je veux dire par là, c'est au niveau de la façon de le faire, c'est ça qui est dérangeant. Je comprends, mais je pense que on ne doit pas vouloir changer, on doit vouloir expliquer son avis l'un à l'autre, et que la personne qui a le plus de sens, alors l'autre va changer. Ça veut dire que je me suis pas marié pour que tu changes. Je voudrais qu'ensemble on crée quelque chose de nouveau. Ni comme chez ma mère, ni comme chez ta mère. Mais il y a une mitzvah. Mais moi je vais expliquer, et que toi tu vas faire et rapporter peut-être un peu plus de sel, un peu plus de poivre, un peu plus d'amour, un peu plus de créativité, qu'ensemble on va devenir mieux. Mais c'est pas pour que tu deviennes comme moi.
Que Rav Haddad, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a une tendance naturelle, par définition, quand quelqu'un est dans un couple, à essayer de faire passer des choses qui lui semblent positives, etc., et à essayer de conduire sa femme sur ce chemin-là, et inversement. Maintenant, le problème, effectivement, c'est ce que vous disiez, Rav Kremizi, c'est ce sentiment de supériorité qui, justement, écraserait la possibilité de construire un truc ensemble. Voilà. Maintenant, la question qui se pose, et c'est ce qu'on retrouve dans toutes les études autour des violences conjugales, c'est justement que ce silence pesant sur les gens qui subissent ces violences, qui mettent souvent très très longtemps à commencer à en parler, justement parce qu'elles sont prises par une culpabilité très forte. Ce que j'essaie de dire au début, ça veut dire que le couple, s'il ne fonctionne pas, c'est de ma faute. Et si mon mari me frappe, c'est certainement parce qu'il a raison. Je ne range pas très bien, et que je laisse les enfants faire un peu n'importe quoi, et que je ne suis pas assez à son écoute, etc., etc. Et les gens s'enferment comme ça dans ce sentiment de culpabilité. Du coup, qu'est-ce que Rav Kremizi, je sais que vous avez l'habitude malheureusement de ce genre de problématique. Qu'est-ce que vous diriez, vous, à ces gens qui justement qui sont pris par cette culpabilité et qui ont du mal justement à casser cette barrière du silence? Tout d'abord, il y a deux phases. Il y a la première phase, c'est que des fois, et malheureusement, des gens subissent la violence, ils viennent voir personne. Donc ça, c'est la première phase. Quand ils viennent nous voir, ils ont subi de la violence physique ou psychique pendant X montant d'années, et ils en parlent à personne. Donc savoir que très souvent, quand ils viennent nous voir, ils sont déjà assez amochés. Parce que comme vous l'avez dit, ils en ont pas parlé. Donc quand ils viennent voir un rab, ils viennent voir un thérapeute, ils viennent consulter quelqu'un, on parle très souvent et en majoritairement après énormément d'années et de mois de difficultés. Ça veut dire que si un homme il se marie mais il frappe sa femme le lendemain, croyez-moi, elle va pas rester avec lui. À 99,9, elle va aller voir son père, sa mère, ils vont la faire divorcer. Mais normalement, comment ça commence? L'abus physique, l'abus psychologique, après l'abus verbal, et doucement, on abaisse la personne, jusqu'à qu'à la fin, ça arrive au physique, et là, la personne a tellement souffert qu'avant qu'elle vienne vous voir, alors automatiquement, elle est déjà bien amochée, elle est vraiment très, très vulnérable. Et là, il faut faire très attention comment on traite le patient ou la patiente qui viennent nous voir. Très souvent, les gens nous demandent la question, Rav, comment ça se fait que vous faites rien? La question, il faut savoir, est-ce que c'est à nous à faire ou c'est leur donner les outils pour que eux, ils font? Ça veut dire, nous, en notre rôle, en tant que Rav ou psychologue, ou en tant que qui vous êtes, que coach, appelez comme vous voulez, la personne qui va venir écouter le problème. Est-ce que, aujourd'hui, ton problème, il est à toi et de la faire divorcer? Est-ce que c'est ça qu'elle t'a demandé? Ou notre rôle à nous est de lui expliquer certains paramètres, qu'à travers ces paramètres, elle va être capable de faire une décision éclairée dans sa difficulté. On n'est pas ici pour juger le monde et on n'est pas ici pour dire aux gens quoi faire. Les gens, quand ils viennent nous voir, on n'est pas leur père, on n'est pas leur mère, on est même leur père, leur mère, ils écouteraient pas. Donc il faut bien faire attention comment on traite le cas, qu'est-ce que l'on dit. Notre rôle à nous, c'est d'abord de remettre les paramètres clairs. Monsieur, madame, monsieur, personne n'a le droit de vous faire souffrir. Vous méritez pas qu'on vous fasse souffrir. La Torah dit Racha lama takereacha. Même un homme qui lève la main sur quelqu'un, il appelle un Racha. Les Chachamim rapportent à savoir qu'est-ce qu'un homme, il est chayav. Si Barminan, il est chayav, il frapperait sa main. Alors, on voit le Maram de Rothenburg, si je me trompe pas, dans le Siman Pealef là-bas. Il dit qu'un homme qui frappe sa femme, il faut être machimoto, faut le mettre en idouille, faut le frapper, il faut lui faire tout ce qui est possible pour qu'il arrête. Ça veut dire que d'abord, une personne doit savoir que la Torah, elle est anti-violence conjugale. Donc d'abord, on doit remettre les paramètres à l'homme, à la femme claire. Monsieur, vous frappez la main, vous avez levé la main sur votre femme, vous êtes une mauvaise personne. Madame, vous êtes une victime. Madame, vous avez des droits. Vos droits sont A, B, C, D. Suite à ça, nous, on va pas intervenir à savoir quoi faire. Bien sûr, si on voit une personne qui arrive, qui est en danger de mort, on doit agir. Mais très souvent, en majoritairement des cas, c'est pas ça le cas. Et on doit donner l'information, relever la personne qui a subi les abus pour lui donner et lui permettre
de faire les bonnes décisions et que jamais elles reviennent chez nous en me disant « Rabbin, monsieur, docteur, thérapeute, psychologue, vous m'avez fait faire quelque chose que je voulais pas faire. » Alors, est-ce que quelque part, une femme qui, de ce que vous semblez dire, une femme elle devrait parler systématiquement, une femme ou un homme, hein, encore une fois, hein, mais je pense que les abuseurs se permettent d'abuser le monde parce qu'ils ont déjà contrôlé la situation autour et qu'ils empêchent de parler. Moi, je n'ai jamais vu dans ma vie un homme frapper sa femme dans la rue ou dans la synagogue ou je sais pas où. Parce que les gens ont peur du monde autour. Pourquoi il frappe pas sa femme ou il ne frapperait pas son mari devant tout le monde? Parce qu'on a peur du qu'en dira-t-on, c'est ce qui est bien. Mais de façon à ce que la femme ou le mari ne parle pas, alors on l'enferme dans un système avec la honte et personne va te croire, et moi je suis un homme bien, et moi je suis une femme bien, et ainsi de suite, qui fait que les personnes ne parlent plus. Mais si, automatiquement, une femme, un homme, irait voir Rav, ses parents, tout de suite, la première fois que ça arriverait, la première fois que la limite serait passée, où la femme ou le mari dirait, écoute-moi, tu as mal levé la voix, tu m'as parlé pas correctement, c'est inadmissible, on va revenir en arrière, et on a un problème, on va aller voir quelqu'un qui va nous expliquer qui c'est qui a raison. Je vous garantis que les limites, elles seraient pas. Oui, je pense que la plus grande difficulté, elle arrive quand les violences se passent et que les personnes reste muette et on supporte 1 jour, 2 jours, 3 mois, 6 mois. Et plus le temps passe, et plus on rentre dans un engrenage, que cet engrenage, il fait qu'il devient de plus en plus difficile de s'en sortir. Très bien, c'est très clair. Donc du coup, pour vous, il faut systématiquement en parler. Alors maintenant, la question que je pose à Rav Frada tout à l'heure, dans ce que vous avez dit, il y a 2 oppositions, d'accord ? Première opposition, vous avez dit, en général, quand ça passe la première fois, à 99,9%, elle en parle à son père, et son père, il a fait divorcer. Et maintenant, d'un autre côté, vous avez cité un Shulchan Aruch, où il y a marqué qu'on frappe, etc. On le frappe pour le faire arrêter. Sous-entendu... Le Maharam Rotenbourg, pas Shulchan Aruch, c'est le Maharam c'est le Maharam Rotenbourg. Maharam Rotenbourg qui dit qu'on doit le mettre en idée, etc. Mais en tout cas dans le Maharam, ce qui sort de ça, c'est que pour le faire arrêter, pour qu'ils puissent continuer à vivre ensemble. Donc je pose la question maintenant à Rav Hadad. Est-ce que pour vous, d'accord, vous êtes occupé de beaucoup de couples, est-ce que pour vous le premier coup, d'accord, first shot, est-ce que le premier coup, c'est nécessairement pour vous un point de non-retour dans le couple? Est-ce que ça pourra plus jamais être pareil? Ben écoute, moi je pense pas, mais je pense que je reviens un petit peu à ce que le Rav Kremzi a dit au départ. Hein. C'est qu'en réalité, en général, tous les conseils conjugaux, des bons thérapeutes, etc., on n'est pas là pour vraiment prendre la place ni du mari et ni de l'homme dans leurs décisions personnelles. Ça veut dire quand on vient pour gérer un couple, il faut savoir que la femme elle vient et puis elle dit voilà, mon mari m'a tapé, qu'est-ce que je dois faire? C'est pour une première fois il m'a tapé, etc. Ça lui demander mais qu'est-ce que vous voulez maintenant? Est-ce que vous voulez vivre avec lui? En général, comment ça se passe en général avec lui? Est-ce qu'il est calme? Est-ce qu'il n'est pas calme? Est-ce que c'est une fois? Est-ce qu'il a pas fait? Est-ce que il y a eu quelque chose qui a voilà, il y a débordé le vase, etc. Ou alors c'est vraiment, il est comme ça en général, il est comme ça nerveux avec tout le monde, etc. Et qu'il a jamais voulu te frapper, et là ça a commencé avec l'histoire. C'est très délicat. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans n'importe quelle circonstance, que ce soit une première, ou que ce soit même après des années où que la femme n'a rien dit du tout, au début ça a commencé verbalement, etc., et puis c'est arrivé à un stade, c'est de leur dire, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez vraiment vous continuer? Si vous voulez, alors on peut vous aider et vous donner la possibilité comment maîtriser ça, comment arriver à une non-entente. On travaille le respect, on va travailler l'entente, on va travailler comment de donner des exercices, comment pas arriver même quand il y a une discussion dans un point où on sait que là maintenant ça va déborder ou ça va. Et de plus, des fois, dans plusieurs cas, on a vu que le grand problème quand il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, c'est la déception de notre conjoint. On est déçu de la situation qu'on a aujourd'hui, on aurait voulu une autre chose, et c'est très délicat, et on veut absolument que l'autre change à 100% et devienne ce que j'aurais rêvé d'avoir comme femme ou d'avoir comme mari. Et là, c'est très délicat parce que des fois même, ce que nous on espérait, on imaginait en sortir de cette femme ou de ce mari, on s'aperçoit qu'il n'est pas capable il n'est pas capable du tout. En fait, ce que vous dites, c'est que la violence conjugale, quelque part, en tout cas de votre expérience, c'est la résultante
de beaucoup de déceptions. Bien sûr. Non, maintenant, si moi je viens en vérité et j'accepte la femme telle que j'ai, j'accepte le mari que j'ai. Je me suis marié, pourquoi? Pour telle raison. Je fais un bilan. Pourquoi je me suis marié? Pourquoi je suis arrivé sous la choupa? Quelle était ma motivation pour arriver dans cette histoire? Est-ce que c'était parce que je devais me marier ou alors vraiment parce que je l'aimais, etc. Donc je dois aussi accepter la situation et les capacités de mon mari, de ma femme. Et dès que j'aurai compris que c'est ce qu'elle est capable de faire et de la laisser évoluer, parce qu'en général, cette prise sur un des conjoints, c'est ça qui bloque la personne à évoluer. Et jamais elle peut arriver, même changer, de devenir ce qu'elle peut devenir, elle n'y arrivera jamais. Après-midi, pour vous, c'est un point de non-retour? Je vais vous dire, il y a deux façons de voir. Il y a des coups, comme je dis au départ, que très 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 tôt dans leur relation, ça arrive à de la violence. Normalement, ce genre de personnes où ils n'ont pas encore construit, ils n'ont pas fait leur chemin ensemble, vaut mieux arrêter tout de suite avant que ça devienne pire. Ça veut dire que j'ai écouté un ami à moi qui a été témoin de notre ami à nous qu'on connaît, le soir du mariage, le khatana a frappé sa kala. Croyez-moi, le lendemain matin, ils m'ont appelé, j'ai dit on va divorcer tout de suite parce que si le premier soir du mariage, on part avec des coups, dans quelques années, ça va être un meurtre. Donc je pense qu'il y a il faut d'abord voir de quoi on parle, comment on parle. Il y a des hommes que pendant des années et des années ont été des maris gentils, affectueux. Pour X ou Y raison, ils ont sauté une coche, ils sont devenus fous. Ils ont une difficulté. La femme elle-même ne veut pas divorcer. Comme je dis au départ, que la femme dit mais c'est pas mon mari. J'étais marié 20 ans avec lui, je connais cet homme-là, il a fait quelque chose, mais c'est pas lui. Il ne peut pas, il a jamais fait de mal à personne. Donc, je pense que dans ce cas-là, la femme demande de l'aide. Le mari se reconnaît pas. On peut pas dire que c'est un chemin sans retour parce que les deux ont construit tellement ensemble que les deux ne veulent pas divorcer. Les deux veulent changer. La question qui a établi, et c'est notre plus grande difficulté, c'est quand les relations de couple n'ont pas été profondes et sont restées superflues. Qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds? Et là, la femme, elle doit faire ce cheshbon en effet. Est-ce que je suis plus heureuse sans lui? Je suis plus heureuse avec lui? Est-ce que je reste avec lui parce que j'ai peur de l'inconnu? Est-ce que je suis seulement dépendante affective? Est-ce que j'ai peur de ce que les gens vont dire? Et là, c'est là le travail véritable qui doit être fait avec le rav, le thérapeute, le coach, les parents, ainsi de suite, pour savoir quelle est la décision qui va être faite. Il y a, et j'ai vu, chez les hommes et chez les femmes, qui ont levé la main, une fois, et les deux ont décidé d'aller en thérapie. Encore une fois, c'est pas nous qu'on prend cette décision, et croyez-moi, ça n'a plus jamais été répété. Ils ont vécu des années très heureuses. Maintenant, si c'est une éducation, si c'est une maladie, si c'est avec beaucoup de colère intérieure, très souvent les gens arrivent à ça parce qu'ils sont fâchés contre leur père, leur mère, leur société, leur travail. Ils ont un paquet tellement grand qu'on met dans l'impossibilité d'aider et qu'ils pensaient que le jour où il allait se marier, sa femme serait son thérapeute, sa femme serait son psychiatre, sa femme serait son punching ball, sa femme serait la réponse à tous ses problèmes, mais c'est pas ça la vie. Donc là, on parle d'autre chose. Donc je pense qu'il faut bien discerner les trois différences. Les gens malades, où ça arrive à très tôt dans la relation. Là, je pense qu'il faut arrêter ça avant d'aller plus loin. Des cas où ça se prévoit beaucoup plus tard dans les relations, ça peut arriver, croyez-moi, des gens de 70 ans qui après 50 ans de mariage ont eu une difficulté. Et l'homme et la femme ne veulent pas divorcer, veulent travailler. Et je pense que notre rôle en tant que rave thérapeute, c'est dans la période au moitié où nous avons malheureusement pas de grande communication, pas de grands élans d'amour, pas de très grande communication dans le couple et pas de grandes choses et d'émotions entre eux. Et de l'autre côté, on peut savoir où on est. Et du coup, j'ai pas bien compris, c'était quoi votre troisième cas? Le troisième cas, c'est où les personnes y vivent ensemble, mais véritablement... Ils ont rien construit, Ils n'ont pas construit quelque chose de profond. Donc quand ça arrive, on sait plus où on en est. La femme elle-même, elle sait pas. Je divorce pas. Est-ce que ça va s'aggraver, ça va pas s'aggraver? Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Elle est perdue dans elle-même.
Donc je pense que c'est là notre travail à nous, véritablement, c'est d'ouvrir les yeux à ces personnes, leur donner les choix, travailler avec eux, leur redonner tout de suite l'alarme et leur sonner les alarmes le plus rapidement Très possible. clair. Alors justement, au niveau de la libération de la parole, à savoir que un homme qui subit, par exemple, la violence de la part de son épouse, à qui il doit parler, comment il doit parler, est-ce que finalement, est-ce qu'il y a une problématique ici de la shonara, par exemple, Non, Haddad? ben non, au contraire. Mais là, au contraire, il est obligé de parler pour qu'on puisse l'aider. C'est que tout ça, c'est les toilettes, il n'y a aucun problème à ça. Quand ils sont Les toilettes? Non, ça veut dire que là maintenant, quand on parle dans un couple qui sont avec dans un cas où de violence verbale ou qu'on a dit avec des coups, etc. Et qu'il y en a un, il a envie d'arranger, il est obligé d'aller s'adresser, donc il n'y a pas de la shonara. Au contraire, il est là pour arranger. On n'est pas là maintenant pour parler de la shonara, on est là pour les aider. Donc il y a une utilité à cette parole. Donc de s'adresser à un rav, mais sûr, pas seulement à un rav, il faut aussi quelqu'un qui soit compétent au niveau conseil conjugal ou thérapeute, quelqu'un qui connaît un petit peu le métier, qui connaît un peu comment s'adresser, comment parler avec tous les gens, comment développer ça de façon psychologique, c'est ça qui est important. Donc il n'y a aucun problème de parler, au contraire, c'est indispensable. Si maintenant quelqu'un, c'est une mitzvah c'est pas de bien se sûr, dire. bien sûr, c'est pas une mitzvah de rester, de ne pas parler, de rester comme ça, de se dire non, moi je suis une grande tzedeket parce que je prends sur moi, ou tu entends Mais des c'est gens votre nefesh. après 20 ans, je dis j'en peux plus, ça fait 20 ans que ça dure. Je dis mais 20 ans. Je lui dis, mais non, mais on m'a dit, il faut prendre sur soi. Mais il n'y a pas une mitzvah de prendre sur soi. Prendre sur soi, c'est quand je suis capable de dire à la fin du soir, quand j'arrive avant de dormir, voilà, je demande à Hachem et je vais repentir et je pardonne à toutes les personnes qui m'ont offensé. Mais quand tu dis que je pardonne, c'est que je pardonne vraiment. Le lendemain, j'ai plus rien contre eux. Mais si une personne dans son cœur, elle sent la chose encore, je dis, mais une femme qui vient pendant 20 ans, elle n'a rien dit du tout, c'est maintenant que vous venez, il y a 20 ans qu'il fallait venir. Je dis, mais c'est maintenant que vous vous réveillez. Alors justement, d'expérience Rav Kremizi, pour vous serait quoi votre conseil? Si quelqu'un, Chas Veshalom, qui est aux prises avec cette violence, à qui elle devrait parler? À un professionnel du couple, à sa famille? Quand vous parlez d'un shonara, vous avez parlé, il y a deux choses. Il y a l'homme ou la femme et la femme au mari, et il y a les gens autour. D'abord, quand on parle de la shonara, il faut savoir qu'il y a des halakhot. La première halakha, c'est qu'on sait que, par exemple, sur une personne qui ne respecte pas la halakha, il n'y a pas de sur la shonara. Un rachat, on a le droit de dire la shonara. Il n'est pas appelé à mecha. Donc d'abord, une personne qui lève la main, donc il faut savoir à partir du moment où il est créé ni douille, donc il n'y a plus il croit la shonara envers cette personne, parce que il n'est plus l'hôtel rachil de amecha, il ne fait plus passer de amecha. Donc d'abord, il faut enlever ces concepts-là de la shonara, elle tombe à l'eau, ni la maï, ni la famille, il n'y a plus rien. Cette personne-là, il faut savoir qu'elle est déjà un peu à l'extérieur, donc il n'y a pas de shonara. La personne avec qui on va parler. Vous savez que en thérapie, la première personne avec qui on parle est la personne la plus importante qui va faire pour nous la plus grande aide ou le plus grand dégât qui va arriver. C'est bien la question. Voilà. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous, vous tombez sur une personne qui va vous dire, mais c'est pas grave, tu sais, il y a 50 ans, tout le monde y prenait des claques, on était quand même heureuse. C'est fini, on a tué cette personne. Donc, il faut faire excessivement attention à qui on en parle pour ne pas que on rend flou à l'intérieur. Normalement, je vous dirais que en parler à une amie, mais à une amie qui est stable émotionnelle. Parce que avant d'en parler à ses parents, les parents sont très souvent très émotionnels et ça peut partir un peu en vrille. Ils peuvent nous pousser à faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Donc je ne dis pas que les parents donnent de mauvais conseils, mais ils donnent des conseils avec émotion. Il y a des amis qui en subissent, alors eux, c'est pas les bons amis. Il y a des amis qui sont extrémistes, alors c'est pas aussi bon. Je pense qu'il faut s'asseoir 2 minutes et réfléchir à une amie qui a une vie plus ou moins stable émotionnelle, avec qui je peux parler sans être jugé et avec qui elle va me donner un bon conseil. Ça, c'est d'abord la première étape à faire. La deuxième étape, c'est d'aller assez rapidement avoir le rave, sûrement, chaque juif doit avoir un rave de famille, avec qui je puisse en parler, qui puisse me donner des numéros de téléphone, avec qui mon mari et moi on pourrait aller. Pas que le rave n'est pas obligatoirement la bonne personne à faire la thérapie.
beaucoup de rabbinim sont nuls en thérapie, sont des très bons rabbinim, ça change rien. Mais normalement, un rave doit avoir des numéros de téléphone, des docteurs qu'il connaît, un système qui va l'aider à devenir un bon rave. Et ça fait partie de l'agenda et du calendrier d'un rave, guider ce genre de personnes. Alors justement, Mais je vais rajouter une dernière chose, excusez-moi. Dans le cas où il y a danger, on oublie le rave, on oublie l'ami, on oublie tout le monde. On prend le téléphone, on appelle la police. Je parle jamais, en cas où il y a une personne, et quand je parle de danger, je parle quand une personne se sent en danger. C'est pas moi qui juge qui est en danger. Si la personne, l'homme ou la femme ou l'homme, son sentiment d'être en danger de mort, il n'y a plus de halakha. La halakha, haïcha, kodmin. On doit appeler la police. Donc, il faut bien attention à ce qu'on dit. Ils vont dire oui, la police, oui, quand on se sent en danger. Et pas quand on a une preuve de danger, même quand on a un sentiment de danger. Rav Hadad, vous qui avez l'habitude qui êtes confronté depuis des années, vous êtes conseiller conjugal diplômé en Israël, est-ce qu'il n'y a pas un biais du Rav qui est finalement toujours celui qui cherche à sauver le couple? Et finalement, donc, pourquoi aller voir un Rav? De toute façon, à la fin, il va essayer de nous remettre quoi qu'il arrive. Écoute, tout d'abord, il faut savoir une chose, que même dans la Torah, le divorce n'est pas interdit, c'est une mitzvah quand il le faut. Il y a des circonstances et des situations dans lesquelles on est obligé de divorcer, on n'a pas le choix. Et maintenant, donc ça c'est au niveau du Shulchan Aruch, mais maintenant quand on parle maintenant de conseil conjugal, de perte de couple, alors c'est vrai qu'encore une fois, c'est vrai qu'en général, on a toujours tendance, on veut toujours réparer, essayer d'arranger les choses, etc. Mais il faut savoir que quand on parle de conseil conjugal, quand on parle de thérapeute, là nous sommes ici pour simplement être au service de leur volonté. Ça veut dire que si eux, c'est à eux comme on est là pour les aider à prendre des décisions, mais c'est eux qui prennent la décision de qu'est-ce qu'ils veulent. S'ils veulent vraiment... Oui, s'ils veulent vraiment qu'on les aide, alors on est là pour les aider. Si vous êtes prêts à prendre une démarche, à venir prendre des séances et essayer de vous arranger, mais Simra, on est là. Vous voulez divorcer, on vous aide. Maintenant, si on voit que vraiment eux-mêmes, ils ne savent pas quoi, ils sont un peu perdus dans l'histoire, alors c'est à nous un peu d'éveiller un petit peu, de leur donner un petit peu tous les moyens, les outils pour éclairer un petit peu la situation, mais après c'est à eux de prendre leurs décisions. Parce que c'est une grande responsabilité et qu'à la fin de compte, comme dit le Rav Kremsi tout à l'heure, que des fois après, que s'ils font une erreur, c'est grave à cause de vous, regarde ce qui s'est passé. Nous, on n'est pas là pour ça. Maintenant, si eux, ils veulent vraiment, et ils ont une bonne volonté vraiment d'arranger leur histoire, et en général, que s'ils viennent déjà voir un thérapeute ou un conseiller conjugal, c'est que déjà, voilà, ils sont déjà dans une démarche, ils viennent, ils ont fait le pas, ils sont venus voir, ils ont pris des rendez-vous, etc. Et donc, ils viennent déjà avec une petite volonté d'arranger. Et en général, quand il y a de la bonne volonté, alors il y a toujours de bons résultats. Ça, c'est ce que j'ai vu autour de moi. Alors, maintenant, une question pour vous deux, question très compliquée. Vous habitez dans un immeuble, d'accord, et vous entendez de façon très claire que votre voisin, qui est un type très respectable, etc., alors souvent, vous avez l'habitude qu'ils aient parfois des mots un petit peu plus haut que l'autre, ils font des vocalises, etc., mais là, finalement, vous entendez d'un grand boom, et vous entendez des meubles qui bougent, etc., etc., et là, il n'y a aucun doute, la femme qui crie, le mari qui crie, la femme qui pleure, vous n'avez aucun doute que quelqu'un a pris un coup, d'accord? Alors, comment vous réagissez? Comment on doit réagir, d'après la Torah? Je pense que d'abord, il faudra aller voir. Je pense que notre premier geste en tant que citoyen, israélien, canadien, américain, humain, je pense que d'abord, c'est d'aller voir un peu qu'est-ce qui se passe. Parce que ça, c'est le plus important. C'est d'aller voir. Parce que ça, c'est la première. Taper à la porte. Voir qu'est-ce qui arrive. Par la suite, si on nous refuse de nous ouvrir la porte et on entend des cris, je pense que là, on a ouvert un sous la Torah. L'otamod bedam reacha. Que ce soit le mari ou la femme au mari ou les enfants. Il y a un sous la Torah de voir une personne souffrir et de ne pas l'aider. On est dans l'obligation
de faire quelque chose. Vous me dites pas d'un bruit, donc c'est quelque chose qui s'est tombé, il y a une tête qui s'est fait mal, il y a un corps qui est par terre, chas v'shalom. Comment laisser une personne comme ça? L'autre, amod bedam reacha. La Torah nous interdit de fermer les yeux. Tout le monde sait comment Yov, il a été puni à cause qu'il n'a pas pris la défense d'Aram Israël. Il a pas dit qu'il faut tuer, il a pas dit qu'il faut pas tuer, il a dit juste, qu'est-ce qui va m'arriver? Rahman Aitzlan, une personne qui entend des bruits, une personne qui fait rien. Je pense que notre devoir, il est, comme j'ai dit, d'abord toquer à la porte, s'assurer que tout va bien et de faire montrer aux voisins que nous sommes là, on nous entendons. C'est la première chose. Et si on nous ouvre pas ou bien on rentre, croyez-moi, moi je fais partie de Hatzala et j'ai vu des choses ahurissantes. On a le devoir d'appeler la police, d'appeler les ambulances pour ne pas laisser ni le mari ni les enfants chas v'shalom dans des cas de souffrance atroce qui puissent arriver. Il y a pas lieu de craindre de devenir un délateur ou quoi que ce soit. Chas v'shalom. Je comprends pas un délateur. La Torah elle dit que si une personne est en train de tuer une personne, alors chaque personne qui le voit, il a un digne de rodef, on doit le tuer. Une personne, un homme ou une femme qui sont plus violents que l'autre et qui met la vie de l'autre en danger, il a littéralement un digne de rodef. On doit tout faire pour l'arrêter. La Torah nous donne un chiyuv, c'est pas une option. La Torah, elle est pas optionnelle. La Torah, elle est chiyuvite. On a l'obligation d'accomplir ses mitzvot. La même façon que j'ai la mitzvah de me taire quand mon voisin, il a fait une petite bêtise et que je dois pas dire la shonara. L'opposé, j'ai la mitzvah de parler au moment où je dois parler. Alors, merci pour cette réponse très claire après-midi. Je crois que c'est pas Rav Haddad de rien rajouter là-dessus. Alors, pour terminer cette émission, qui j'espère aura couvert une très large, un spectre assez large des cas de violence conjugale. Je voudrais juste terminer pour avoir votre avis sur à quel moment finalement, puisque en fait le but c'était c'était de comprendre finalement la posture de la Torah par rapport à la violence conjugale, par rapport à la violence verbale, mais ce qui sera intéressant là pour nos auditeurs, pour les auditeurs Torah Box, c'est selon chacun d'entre vous, à quel moment, finalement, avant que ça dérape, d'accord, quels sont les indices précurseurs qui permettraient d'éviter ça et de justement ne pas arriver à ces questions de savoir à qui en parler, etc., d'arriver à la violence conjugale au niveau du couple. Qu'est-ce qui, pour vous, c'est quoi à quel moment il faut tout de suite commencer à mettre un... Non, mais je pense que quand un couple il doit apprendre une chose, c'est que avant de tomber dans un ravin, dès qu'on voit un petit peu qu'il y en a un qui commence un petit peu lever le ton, ou alors il n'est pas d'accord, il commence un petit peu à crier, et puis les deux ils sont excités. Ils savent qu'à chaque fois qu'il y a un problème, il vient un et l'autre il s'excite. Alors c'est d'arriver à un stade où voilà, écoute, tu sais quoi, écoute, je vois qu'on ne peut pas parler là maintenant, écoute, on va se calmer, on parlera à nos tours, on prend rendez-vous, on parle dans un autre moment et on arrête l'histoire. On change de discussion, on dit blague, on change de position pour pas, chas v'shalom, de rentrer dans le jeu et qu'après on n'arrive plus à maîtriser l'histoire. Et ça, c'est un exercice que chaque couple peut faire, c'est que dès qu'ils arrivent à un stade où il y a un petit peu quelque chose qui vient, qu'on sent un petit peu une stress, ou alors un mot de travers, ou un mot, on sait qu'on va, comment on dit, le vase, il va se déborder. Juste avant ça, on s'arrête, on dit, tu sais quoi, je suis d'accord, écoute, on peut pas en parler maintenant, viens, on prend notre rendez-vous, en un jour, on sera plus calme, on essaiera d'aborder encore le sujet sur une chose qu'on n'est pas d'accord. Et comme ça, on arrive à gérer l'histoire. D'accord, de se connaître suffisamment finalement pour que, dans un cas de conflit, de tout de suite décaler le conflit. Bidiouk, c'est pas le moment, on peut pas discuter maintenant. Je vois que tu es nerveux, c'est pas le moment, écoute, je t'ai pris au bon moment, on en parlera une autre fois, c'est pas grave. Et on trouve un autre moment pour en parler. Ok, non, mais là encore une fois, là vous parlez d'un cas de conflit sur un point spécifique. Mais un spécifique, mais qui va engendrer une comment ça s'appelle, des problèmes de verbal, disputes verbales, etc. Et bien arriver même au coup des fois même. Donc en gros de fuir les conflits. De fuir, non, c'est pas de fuir exactement. C'est de comment ça s'appelle, de passer à un autre moment. C'est-à-dire de dire voilà, maintenant aujourd'hui je crois que on n'est pas capable de parler de ça maintenant. Écoute, viens, on prend un autre moment et on essaiera de parler de façon plus tranquillement à ce sujet. Ah, j'ai un problème avec ton fils. Pourquoi ton fils est comme ça? Écoute. Et là, on commence à non, attends, stop. On va pas s'enrater. Écoute, je vois que tu peux pas, j'arrive pas à t'expliquer. Alors, ou soit
on essaie un autre moment. Si on voit qu'on n'y arrive pas, alors tu sais quoi, viens, on va prendre un thérapeute, on va voir un rave, on va discuter, on va parler, et on va on va discuter là-bas sur place. Des fois, c'est plus facile avec le rave. Ah, Israël Meir. Je pense que j'ai compris votre question un peu différente de ce que le Rav Haddad a compris. Moi, j'ai compris votre question qui était plus à quel moment une personne, elle sent qu'elle est sur un terrain glissant. Là, on parle que deux personnes savent qu'ils sont en terrain glissant et que comment arrêter le terrain glissant. Moi, j'ai compris votre question, c'est que comment savoir, Birklal, que je suis marié avec quelqu'un, un conjoint ou une conjointe où ça peut dégénérer. Moi, j'ai très rarement vu qu'une personne, elle peut s'énerver, dire bon, on va s'arrêter, on va aller voir le Rav. Malheureusement, quand il est en colère, alors ça part en vrille et ça dérape. Moi, je sais, et la question que j'ai compris de vous, peut-être j'ai mal compris, qui était plus comment savoir que j'ai un problème. Ma question, c'était précisément ça. C'était de savoir à partir de quand on sent qu'on est sur une pente glissante. Mais la réponse de Rav Haddad, comme conseil pratique pour éviter de... Oui, 100%, mais j'avais pas compris la question comme ça. Non, mais alors c'est comme vous l'aviez compris, mais on retient un conseil pratique de Rav Haddad. Super, alors ok. Alors là, je voudrais apporter deux choses. D'abord, il y a une chose que la Torah nous dit, c'est que la peur, elle n'est pas réelle. Le Shulchan Aruch dans Siman Echot Even Haezer, il dit que la peur d'une personne, si une femme, elle dit j'ai peur, ça ne doit pas être vrai. Est-ce que tu as peur? Comment tu as eu peur? Pourquoi tu as eu peur? La peur, elle est quelque chose que chacun de nous, il ressent différemment. Et une personne a le droit de dire que j'ai peur, et que même si pour vous, ça n'est pas vrai, mais si c'est un ressenti, alors il est vrai pour elle. Donc d'abord, c'est un premier principe qu'on doit savoir. Sur ce principe-là, la Torah nous dit quand est-ce que ça veut dire un problème de Shalom Bayit. Mishnah dit dans deuxième période de Masechet Shabbat, c'est dans Shabbat, dans Gittin, la Gemara dit qu'on doit dire à sa femme Erev Shabbat, et Sartem, et Raftem, Adliko etaner, avez-vous le Hérouv, avez-vous fait l'allumage des bougies. Et la Mishnah elle dit qu'on doit le dire Benichuta, on doit le dire calmement, pour ne pas arriver à ce que Chas Veshalom, sa femme et ses enfants, le feront durant la fête de Shabbat. Ça veut dire que quoi? Quel est le début du problème de violence à la maison? C'est quand on commence à avoir peur, et très souvent c'est même pas de la peur, c'est de l'appréhension. Si je vis avec un homme ou avec une femme, que quand les choses ne vont pas se passer comme il veut, j'appréhende ce moment. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer ce soir? Comment va être Shabbat? Comment va être Yom Tov? Comment va arriver? Comment va être le mariage? Alors là, j'ai un problème. Si je sais que je ne serai pas capable de faire passer mon point en disant j'ai oublié et que ça ne va pas s'arrêter là, ça veut dire qu'on a un problème. L'appréhension de l'autre crée dans la Torah déjà une preuve que j'ai un problème conjugal sérieux et je dois aller pouvoir voir un rave, pour voir un thérapeute, pour en voir quelqu'un, pour pouvoir en parler avec mon conjoint en me disant il y a un problème. Je peux pas chaque soir quand tu rentres dans la maison ou bien quand tu reviens de voyage appréhender qu'est-ce qui se passe à la maison. Point numéro 2. Je pense que ça c'est la première difficulté et la première voyant jaune et rouge qui s'allume dans un couple de violence conjugale. Ouais. Point numéro 2. Le point numéro 2, après qu'on a l'appréhension et on a la peur, c'est quand le mari ou la femme veut nous contrôler avec qui on parle. Malheureusement, très souvent, les personnes qui sont violentes, pour pouvoir continuer leur violence, ils vont séparer leur famille, leur femme ou leur mari de leur famille, de leurs amis. C'est la séquestration psychologique. Et je pense quand une personne, elle voit que « Ah non, ta mère, elle vient pas. Ah non, ton père ne vient pas. Ah, tu parles trop. » Le contrôle de nos fréquentations est déjà aussi une lumière assez rouge qu'informateur qui qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon mari, pourquoi mon conjoint ne veut plus que je parle avec quelqu'un? Il veut contrôler mes va-et-vient, il veut contrôler avec qui je parle. Là, on arrive déjà à des problèmes qui sont assez sérieux. Très bien. Alors pour résumer, les grands voyants qui doivent s'allumer en rouge sang, c'est un ressenti de peur, d'angoisse, d'espèce de boule au ventre, une appréhension lourde et parallèlement une volonté du conjoint de nous couper de
de notre cadre relationnel, de contrôler notre cadre de discussion, etc. etc. En tout cas, Kol hakavod à vous, mes chers rabbinim, on a épuisé maintenant le temps qui nous était imparti. On a essayé d'aborder cette question de la violence conjugale. On rappelle le numéro de la ligne d'écoute pour les gens qui, suite à cette émission, se sont retrouvés ou ont senti qu'ils avaient certainement un besoin réel de discuter, de faire, de s'exprimer, d'essayer, ou même de chasser des peurs, parce que qu'on ne crée pas non plus des stress exacerbés. En tout cas, Rav Kremezi, pouvez nous rappeler le numéro de la ligne d'écoute de Torah Box? C'est rigolo, mais je ne l'ai pas. Parce que moi, j'habite au Canada. Vous recevez les appels, mais effectivement... Exactement. Alors, ça parce que ça dépend de chaque pays, je ne sais pas comment faire pour appeler. C'est assez rigolo, donc j'ai pas. Mais il y a une chose qui est très importante, et je pense qu'on a omis de le dire, et je pense que c'est la chose la plus importante, sans rigoler, c'est que toute personne au monde doit savoir que personne ne mérite aucun mauvais traitement. Et que chaque être humain doit savoir qu'il n'a pas été créé par Akadosh Baruch Hu, il n'a pas été formé par la main de Dieu pour qu'on lui dise un seul fois et un seul jour qu'il mérite quelque chose. La violence n'est pas méritée. Personne n'a le droit de dire à personne que tu méritais la violence physique ou psychologique. Et ça, je pense que c'est la première clé et le premier atout qu'on doit donner à chacun. Et si chaque auditeur il entend ça, personne ne mérite, alors on a déjà fait un très grand pas dans ce domaine. Merci à tous, une très belle fin de journée et à très bientôt si Dieu veut. Kol Tov à tous.